Bénédicte Châtel, bonjour. Vous êtes auteur avec Anne-Guillaume Gentil de l'ouvrage Les diasporas africaines, accélératrices des économies du continent. Et par ailleurs, vous êtes toutes les deux directrices de Commode Africa, une société de presse spécialisée sur l'Afrique de l'Ouest et les matières premières. Alors Bénédicte, qu'englobe-t-on dans ce large terme de diaspora? On parle de migrants, d'immigrés, de Français de deuxième génération. Bonjour Pascal, premièrement merci de nous recevoir à l'Opinion. Malheureusement Anne-Guillaume Gentil ne peut pas être là parce qu'elle est malade aujourd'hui. Et donc, alors effectivement ce terme de diaspora est intéressant parce que ça souligne combien toute cette prise de conscience et cette montée en puissance justement de la diaspora est récente. Avant on ne parlait que d'immigrés, maintenant on parle de diaspora. La terminologie a été reprise de façon assez récente par les uns et les autres, les acteurs aussi bien institutionnels que par la diaspora elle-même. Et il est certain que avec ce changement de terminologie, immigré à diaspora, eh bien, on entre dans une autre problématique et surtout une nouvelle prise de conscience, aussi bien de la part de la diaspora en tant que telle, ou des diasporas en tant que telle, que de la part des interlocuteurs. Donc effectivement, la terminologie est importante. Combien de personnes ça représente en France? Et puis, combien, parce que ces diasporas sont très importantes aussi pour les pays d'origine, pour les transferts de fonds, et combien de volumes financiers de transferts mensuels ou annuels cela représente-t-il? Oui, alors là je vais prendre mes petites notes parce que c'est Anne-Guillaume Gentil qui a fait la partie chiffres, mais on peut voir dans le livre qu'il y a, premièrement, il y a seulement 3,4% de la population mondiale qui vit hors de son pays. Donc ça c'est intéressant à souligner parce qu'on n'a pas tout de même, c'est très très limité. En France, 44% des immigrés sont d'origine africaine et maghrébine, africaine dans le sens... Maghreb, Afrique subsaharienne. Voilà, Afrique subsaharienne. Alors, en termes de flux financiers, il y a à peu près 70 milliards de dollars par an qui sont envoyés donc, en Afrique, dont 10 milliards qui viennent de France. Donc, il y a à peu près un septième de ces fonds qui viennent de France. 75% des fonds vont aux besoins des familles. Donc... Oui, à quoi servent ces fonds? Quels sont les besoins de base des familles? C'est la scolarité, c'est l'éducation en général, c'est la santé? Oui, c'est un petit peu les besoins courants et c'est effectivement cette immigration de la première génération, deuxième, troisième génération qui continue à envoyer des fonds. Et là, c'est intéressant de noter qu'il y a justement une évolution dans ce transfert de fonds parce que autant la première génération des immigrés envoie des fonds très volontiers à leurs parents, comme tout le monde pourrait faire. Mais ensuite, la deuxième génération, c'est un peu différent. Et la troisième génération, effectivement, elle passe souvent à autre chose. Dans la mobilisation de cette épargne, il y a aussi souvent la volonté de préparer sa retraite, souvent construire une maison sur place. Mais ce que vous expliquez très bien dans l'ouvrage, c'est que maintenant, il y a des nouveaux véhicules financiers aussi pour drainer cette épargne. Oui, il y a, alors bon, premièrement, il y a tout le problème des transferts d'argent et de ce que ça implique comme coût. Il y a Western Union, bien sûr, qui est très bien connu dans tout ça. Il y a assez élevé. Hein, MoneyGram, exactement. Il y a... alors pour Western Union et MoneyGram, c'est à peu près 2/3 des points de transfert en Afrique. Donc c'est tout de même énorme comme couverture sur le continent. Et la commission est d'environ 10 à 15% du montant transféré. Donc c'est assez colossal. Comment baisser ces coûts? Alors juste un dernier petit point, les 10 à 15% du montant, ça fait perdre en gros 1,6 milliard par an, ce qui correspond en gros à l'éducation de 14 millions d'écoles primaires. Donc ce sont des chiffres qui figurent dans le livre et qui sont tout de même assez éloquents. Alors évidemment, la FinTech se mobilise et permet justement de réduire ses frais. Il y a bien sûr Orange qui est très, très impliqué dans ça. Il y a également des organismes comme World Remit qui est très impliqué et on voit que petit à petit, eh bien, ces coûts diminuent.
Comment est organisée cette diaspora en France? Est-ce qu'elle est organisée, structurée? Il y a des associations? Quel est le rapport à la puissance publique? On sait que dans la nouvelle stratégie présidentielle et du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Macron, il y a cette volonté aussi de s'appuyer sur cette diaspora pour promouvoir le développement en Afrique. Oui, alors ça c'est intéressant, c'est une des parties qui était assez intéressante à traiter, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça a beaucoup évolué, parce qu'au début les premiers immigrés des années 50, 60, etc., eh bien, se sont constitués en association pour se retrouver déjà entre eux, comme toute personne qui vit à l'étranger, comme les Français qui sont à l'étranger, ils vivent un petit peu entre eux aussi, et ils étaient très liés à leur pays d'origine, mais surtout à leur commune, à leur région d'origine. Et ensuite, au fur et à mesure, eh bien, ces associations donc, ont pris une ampleur extraordinaire, très centralisée à la française. Hein. Les associations sont très pyramidales, à Paris déjà, ensuite ça descend vers les régions. Et vous parlez de modèle jacobin, je crois, oui, dans votre ouvrage. Exactement, donc on retrouve bien la structure de la mentalité française et de la logique française. Donc il y a ce mode associatif, et puis il y a maintenant, avec ces nouvelles générations, des deuxième, troisième génération, des entreprises, des organismes qui se créent et qui n'ont plus rien à voir avec ces associations. Alors ces associations sont quelquefois gérées par des personnes qui sont assez jeunes, mais il y en a d'autres qui sont encore avec l'ancienne génération. Donc on voit qu'il y a une évolution dans le générationnel, dans les diasporas. Longtemps, les pays d'origine de cette diaspora ont eu tendance à tourner le dos à leurs ressortissants. Aujourd'hui, déjà depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a un changement de mentalité. Et je crois que le Maroc a été un des pays précurseurs qui a mis en place pour drainer l'argent ou faciliter le tourisme des Marocains résidant à l'étranger. Oui, effectivement, c'est assez récent et c'est assez curieux d'ailleurs que ces pays aient pris conscience si tardivement en fait de l'importance de la diaspora et de la puissance. Alors la puissance financière, parce que tout de même les transferts de fonds sont supérieurs à l'aide publique au développement, donc c'est tout de même une manne financière énorme. Et puis deuxièmement, la matière grise. Cette diaspora est en général surdiplômée, donc avec tout de même des très beaux parcours. Et d'ailleurs, ils occupent en France souvent des postes qui ne sont pas du tout à la hauteur de leur parcours. Et c'est la raison aussi pour laquelle ils s'intéressent à leur pays d'origine, même si c'est 2 générations derrière, parce qu'ils estiment qu'ils ont plus d'opportunités là-bas qu'ici. Et alors donc j'ai oublié votre question. Oui, non, c'était sur le Maroc. Modèle qui a accueilli notamment dans les secteurs technologiques qui se sont montés, et puis l'industrie, notamment automobile. Oui, alors exactement. Alors le Maroc a été le premier pays en Afrique à prendre conscience de l'importance de cette diaspora et tout ce qu'elle pouvait avoir, entre guillemets, par rapport à cette diaspora. Donc le Maroc l'a utilisé et donc c'était tout de même la 13e province du Maroc en tant que telle. Mais ensuite, on se rend compte que l'Algérie, c'est très récent. 2017, je crois que vous dites. Décembre 2017, où il y a eu vraiment les grandes déclarations, etc. La Tunisie a emboîté le pas. Et puis aussi l'Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique subsaharienne, effectivement, ça a été bien après le Maroc. Mais ça a été le Maroc qui a été vraiment la tête de fil. Dans quel secteur investir, selon vous, pour cette diaspora? Quels sont les secteurs porteurs qui peuvent drainer leur économie, leur apporter des revenus aussi? Parce que vous dites qu'ils sont dans des logiques aussi très libérales. Alors bon... enfin, de tout ce qu'on a pu comprendre des différentes interviews qui ont été assez nombreuses pour rédiger cet ouvrage, on se rend compte que les transferts de fonds qui sont destinés à aider la famille, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va encore perdurer et ça va se juxtaposer avec justement des transferts financiers pour de l'investissement. L'investissement immobilier, surtout en plus de ça avec la montée en flèche des prix de l'immobilier dans les grandes métropoles africaines, ça ne va pas non plus cesser du jour au lendemain parce que c'est très profitable comme tout investissement immobilier dans ce genre de situation. Donc, et ensuite, effectivement, il y a les investissements dans les entreprises en tant que telles. Et c'est là où on remarque tout de même que bien souvent, il n'y a pas les succès dans les pays africains, il n'y a pas les succès escomptés. Il y a beaucoup de
personnes de la diaspora qui investissent, qui veulent créer qui investissent dans des projets, qui veulent créer des entreprises, etc. Et ça ne fonctionne pas toujours comme ils penseraient, comme ils souhaiteraient, ou comme tout le monde souhaiterait que ça marche. Parce que tout de même, cette diaspora, surtout les deuxième ou troisième générations, ce sont avant tout des Français. Ils sont étrangers chez eux, donc chez eux de descendance. Donc il y a tout de même des ajustements, et lorsqu'ils se retrouvent sur place, il y a des gros ajustements à faire. Oui, parce que comme vous le soulignez très bien, il y a la problématique du retour aussi qui se fait. Et je crois que certains ont opté pour une double vie, avec une vie dans leur pays, qui est la France maintenant, et puis dans leur pays d'origine, ils reviennent, où ils ont tendance de passer de l'un à l'autre pour gérer leurs activités. C'est la mondialisation, c'est la diaspora. Encore une fois, je n'invente rien, c'est eux qui le disent toujours, c'est que c'est vraiment un pied dedans, un pied dehors. Ils sont entre deux continents. Et nombre d'entre eux n'ont pas du tout la vocation ou l'envie d'aller, parce que ce n'est pas un retour pour les deuxième, troisième générations, c'est d'aller dans leur pays d'origine. Et en fait, ils conçoivent très bien de passer leur vie à cheval entre les deux continents. Bénédicte Châtel, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les diasporas africaines, accélératrices des économies du continent. Merci de nous avoir reçus.